Salut à tous et bienvenue dans l'Article Podcast. Aujourd'hui, podcast 14 avec l'équipe Ascension. Pour faire très court, on va parler de programmation de l'entraînement en escalade et entre autres ce fameux équilibre grimpe-renfort. Pour ceux qui ont la vidéo, là, on est au camping à Séuse et ça fait plaisir de tourner dans un cadre comme ça. Je sais pas si on voit à la caméra, je pense pas, mais il y a la falaise qui est vraiment juste derrière. Ah, ce serait top. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, salut tout le monde. Là, ça fait trop plaisir de faire ce podcast ici à Séuse. On est en petit trip entre nous là, du coup, pour se faire un peu de falaise et profiter de ce spot magique. Et on est déjà au 3e ou 4e jour, donc là on est un peu cassé, mais ça va, on est en forme. Ah, on compte plus les jours, hein. Ici les journées elles sont longues. On récupère du trail de chaque matin avant de grimper. Puis t'as l'impression qu'on est là depuis genre 4 ou 5 jours, t'as l'impression que ça fait 3 semaines, c'est comme tu dis, le temps il est ralenti quoi. Ouais, ça fait plaisir, puis on rencontre plein de gens, donc ça c'est top. C'est parfait. Du coup, pourquoi on fait ce podcast aujourd'hui? Tout simplement parce que vous êtes encore trop nombreux à être un peu perdus sur votre entraînement quand vous essayez de le structurer, de le programmer. Parce que avoir une structure c'est cool, mais si vous avez par exemple qu'une structure d'un cycle de force et que vous n'avez pas par exemple le volume, la résie, bref tout le reste, très vite vous pouvez stagner, ça peut être compliqué, ou alors vous faites tout le temps la même chose en boucle et au bout d'un moment ça progresse plus trop, voire même vous êtes plus du côté, vous tentez la blessure que la progression. Du coup, pour faire très simple, le sommaire un peu de l'épisode, ça va être pourquoi on parle de programmation et pas juste d'exercice, parce que c'est cool de faire des exercices, mais si c'est pas bien intégré dans un programme, ça n'a pas trop de sens. Parler surtout de l'équilibre grimpe-renfort et un peu notre vision de tout ça, quel pourcentage de grimpe, quel pourcentage de renfort, pourquoi du comment, parce que c'est bien beau de dire 25% de renfort, 80% de grimpe et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et à la fin, on va parler d'un très gros sujet qui moi m'intéresse particulièrement, c'est les facteurs limitants. Et on va parler aussi un petit peu de hangboard, mais les facteurs limitants vraiment c'est crucial à prendre en compte dans la progression. Et du coup on commence direct avec la partie 1, notre vision de l'entraînement et de la programmation. Pourquoi nous chez Ascension on a une vision 75% de grimpe, 25% de renfort. Est-ce que Pierre tu peux m'en dire un peu plus sur cette vision là? Moi je veux surtout rebondir avec le début là, vu que en gros là ce genre de podcast c'est pour vous éclaircir un peu plus sur là le sujet c'est la programmation. Là on a choisi de refaire des podcasts du coup à 3 parce que on a eu plein de retours sur l'ancien, des retours positifs, des remerciements, voilà, parfois ça dépend juste d'un petit détail et là pour la plupart on a réglé pas mal de petits détails durant les appels, par les messages, on a eu plein de retours et ça fait plaisir. Du coup on s'est dit que autant on allait accélérer un petit peu le processus et là continuer un petit peu les podcasts sur l'entraînement. Je dis non, c'est cool en vrai que tu fasses ce petit aparté parce que c'est vrai que j'en parle de moins en moins là, que ce soit sur Insta ou dans les podcasts et tout, mais merci à toutes celles et ceux qui nous font confiance pour leur programmation. Chez Ascension, nous on fait du coaching en escalade, notre but c'est de vous faire progresser le plus possible avec un suivi vraiment holistique. Dans ce suivi justement, la vision de l'entraînement c'est crucial, ce fameux 75-25. Mathias, en vrai, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur notre vision, le 75-25? Pourquoi 75% de grimpe, 25% de renfort? Qu'est-ce que selon toi ça implique concrètement et pourquoi c'est intéressant, etc. Moi j'aime beaucoup cette vision du 75-25 parce que tout simplement si on veut s'améliorer en escalade c'est qu'on aime ce sport et qu'on aime grimper, donc 75% de grimpe et 25% de renfort. Bien sûr qu'il faut mettre dans son programme, dans ses routines un petit peu de renforcement, tout simplement pour à la fois de la prévention de blessures, mais évidemment pour augmenter ses capacités, que ce soit en force, que ce soit en n'importe quelle capacité de renforcement. Donc là, c'est pour ça que moi cette vision je l'aime beaucoup, parce que dans ces 75% de grimpe, en fait on va pas avoir que de la grimpe plaisir, comme quand peut-être qu'on débute l'escalade et qu'on va surtout que avec ses potes dans les séances, qu'on se fait que des blocs max tout le temps avec ses potes et que à la fin on est déchiré à la fin de la séance et qu'on n'arrive même plus à lever le bras. Après, quand on arrive à structurer un peu son entraînement, bien sûr, dans ces 75% de grimpe, on peut avoir des séances de grimpe de cycle volume, force, résie, peu importe le thème de la séance, on peut tout adapter et structurer comme pour une séance de renforcement, mais dans ta grimpe. C'est pour ça que j'adore ça. En plus, c'est bien plus ludique faire de la grimpe avec du renforcement intégré à ta grimpe, alors que si tu fais que de la poutre ou que des trucs comme ça, bien sûr, c'est super pour une partie de ton entraînement, mais pas 100% de l'entraînement. Puis moi, je pense que 75-25, ça fait partie des grosses lignes. Et dans ce cas-là, ça permet de démarrer avec les bonnes bases. Déjà, à vous de regarder votre programmation si vous êtes coaché par quelqu'un d'autre ou si vous le faites vous-même. Déjà, faites un visu global de votre semaine d'entraînement et vous regardez si à peu près c'est du 75-25. Si vous êtes à 30-70 ou 20-80, il y a
aucun problème, hein, on n'est pas à des minutes On près. n'est pas à la minute près, ouais. Mais voilà, globalement, tu t'entraînes 4 fois par semaine, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, ça fait 8 heures. Et ben, dis-toi que ça serait bien de faire à peu près 1h30, 2 heures de renforcement. C'est pas forcément une contrainte, ça permet des préventions de blessures, de connaître, de toute façon on va aller un peu plus dans les détails, mais connaître un peu ses défauts, etc. Donc voilà, déjà à vous de voir, d'avoir un petit visu global de votre entraînement et de voir si ce 75-25 il rentre dans votre semaine, et si c'est pas le cas, à pas hésiter à nous envoyer un message pour qu'on puisse comprendre pourquoi, comment on peut ajuster ça. Il y en a, ils ont peut-être un petit peu peur parce qu'ils se disent perte de temps, etc. Ouais. Donc, Mais moi j'aime bien cette vision 75-25 parce que en escalade c'est très polarisé, j'ai l'impression, la vision des gens sur l'entraînement. Tu vois, il y a vraiment des gens qui vont dire ah non moi je fais que de la grimpe, ou alors ah non moi c'est que du renfo, tu vois. Enfin il y a vraiment j'ai l'impression il y a deux teams, tu vois, il y a vraiment la team genre anti-renfo et la team full renfo, on va dire, tu vois. Alors qu'en vrai c'est tellement plus nuancé que ça, et en fait de toute façon tu le vois avec les meilleurs athlètes ou les meilleurs grimpeurs ou grimpeuses, ils font tous du renfo d'une certaine manière, tu vois. On va en reparler avec la petite anecdote de Yania à la fin, mais d'une certaine manière ils font tous du renfo. Et ils structurent leurs séances, tu vois. Par exemple, pour moi, juste par exemple faire des circuits de rési sur un pan, c'est de l'entraînement, c'est pas de la perf, t'es pas sur la falaise, t'es pas sur le caillou, ou alors à moins que ce soit ton objectif personnel à toi de, j'en sais rien, finir la boucle de 50 mouvements, où là ça peut être une perf du coup pour toi. Mais si on part du principe que la performance c'est soit de la compétition, soit toper un bloc dans la salle, ou en extérieur, ou pareil enchaîner une voie en extérieur ou quoi, faire une séance où tu fais de la répétition, des circuits ou ce genre de trucs, ça rentre pas du tout dans le côté performance, ça rentre vraiment dans le côté entraînement. Et moi je trouve ça dommage qu'il y ait un peu ces deux visions, non faut que grimper ou faut que faire du renfo ou quoi, et c'est pour ça que nous on se fait un peu cette place là avec ce 75-25, parce que comme tu as dit Pierre, si on prend l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne 4 fois par semaine pendant 2 heures, ça veut juste dire que tu grimpes 3 fois par semaine 2 heures et que tu fais une séance de renfo de 2 heures si on arrondit. Et après cette séance de renfo de 2 heures, moi je pense que c'est peut-être mieux de la diviser en deux séances de 1 heure, mais voilà, après si vous avez vraiment pas le temps et que vous pouvez aller à la salle que 4 fois par semaine, ou vous avez pas de matériel à la maison, ça peut être intéressant de faire une grosse séance de renfo où vous calez un petit peu toutes les qualités. Et après moi je suis fan un peu de ce qu'on appelle les doubles séances, de faire une séance de renfo le matin, ou en début de séance dans sa séance de, je sais pas, par exemple de bloc max, tu vas faire par exemple 5 séries de suspension sur la poutre proche de ton max, et après tu prends un petit repos et après tu vas grimper. Et ça dans la même séance du coup, si on arrondit, ça fait 30 minutes de renfo, 1h30 de grimpe, et vous avez fait les deux trucs les plus productifs pour vous, parce qu'on va en reparler après avec les facteurs limitants. Si votre facteur limitant c'est la force doigt et que vous travaillez votre force doigt pendant 30 minutes, c'est vraiment du top chrono, c'est calibré, vous savez que vous n'avez pas besoin de plus, et après vous allez faire 1h30 de bloc dans du panneau par exemple, forcé sur des moves individuels, là vous travaillez votre force sur la poutre objectivement, donc vous voyez que vous progressez avec des métriques, et du coup ça vous donne plus de capacité pour forcer après sur le mur dans les moves, dans la grimpe en tant que telle. Et du coup voilà, c'est pour ça que moi, et nous d'ailleurs avec l'équipe Ascension, on prône un peu cette vision 75-25. Après ça dépend de votre niveau, si vous êtes très débutant, mais ce pourcentage il est amené à évoluer en fonction du niveau de la personne, je pense. Ouais, moi j'avais ça en tête aussi, là j'avais envie de parler de ça, c'est que vraiment comme tu dis, en fonction des niveaux, en fonction de combien de temps ça fait que tu grimpes, de ton expérience en fait de grimpe, tu vas avoir beaucoup plus besoin de grimper pour améliorer ta technique et surtout améliorer tes réflexes en fait qui vont devenir après innés dans ta grimpe. Ça va être vraiment, tu vois, au début, les 75% de grimpe, bien sûr, ça peut être un petit peu plus le pourcentage au début. Après, si on voit qu'il y a une grosse faiblesse dans un équilibre dans ton renforcement, imaginons dans la différence entre ta suspension tendue et ta suspension semi-arquée, et là, pour le coup, on va vraiment focus dans la partie 25% renforcement, ce point faible, et on va essayer d'équilibrer ça. Mais il y a aussi ce point de technique qu'il va falloir améliorer bien évidemment dans ta grimpe, où du coup il y a plein d'exercices qui sont ludiques, au lieu de te dire juste va grimper, va faire des blocs et tu vas t'améliorer en technique. Non, et il y a plein d'autres exercices comme ne pas faire de bruit quand tu vas poser ton pied sur la prise, comme ne pas retravailler la prise quand tu vas mettre ta main dessus. C'est plein d'exercices qui peuvent être assez faciles à comprendre, assez basiques, mais au final ça change tout dans ta grimpe. Franchement, ça serait intéressant de voir ton avis, Léo,
sur le fait de si t'es débutant, le pourcentage il change, si t'es un peu plus fort, il change. Moi dans ma tête, il change pas forcément. Okay. Juste, on s'adapte. D'où le fait qu'on propose un coaching et qu'on s'adapte à tout le monde. Si t'es un débutant, bien entendu, il faut que tu grimpes, mais dans les 75%, pour moi, ça suffit largement. Et tu fais ensuite à côté du renforcement, mais adapté, personnalisé à toi. Tu vas pas faire comme le copain qui se suspend déjà sur des 10 mm ou des. Le but, c'est étape par étape. Ça fait 1 an et demi que tu grimpes et que tu as un niveau bleu. Peut-être que les 20 mm, ça commence à être un petit peu barbare. Et tu vas mettre les pieds en avant et tu vas respecter un petit peu la programmation où tu dois trouver l'échec entre tel et tel temps. Mais si tu as un très bon niveau, en fait, c'est un peu la même chose. Il faut continuer à grimper, mais il faut que tu te renforces. Et là, potentiellement, on va aller toucher un petit peu plus les détails, des petits muscles. Si tu es débutant, c'est plutôt les gros muscles principaux de l'escalade. Si ça fait longtemps que tu grimpes, là, on va aller toucher autre chose. C'est quand même assez large, d'où le fait qu'un programme, un suivi, c'est important vu que ce suivi il est adapté à vraiment ton profil, à ton niveau et on saute pas les étapes ou l'inverse, on perd pas de temps. Non, pour faire très court sur ce pourcentage là par rapport à mon avis, je pense que comme tu dis, quand tu es débutant, t'as pas forcément besoin de 25% de renfo ou alors dans ces 25% tu vas mettre différentes catégories par exemple, tu vois. Imaginons tu viens de débuter l'escalade à la trentaine, t'as jamais fait de sport avant dans ta vie, tu vois par exemple dans ces 25% il y aura peut-être 10% de muscu, 15% de cardio, tu vois par exemple, genre aller courir un peu, aller faire du rameur, tu vois, enfin ça va être un peu qu'est-ce que tu vas mettre un peu dans ces 25% qui vont changer. Et comme tu disais, voilà, un expert en grimpe, peut-être que sa séance de 25%, ça va être des suspensions en arqué sur 8 mm, alors qu'un débutant, ça va être juste 3 séries de 20 secondes sur des grosses prises dans 25 mm. C'est ça, encore une fois, on s'adapte à tout moment. La partie renfo, pour quelqu'un, ça peut être de la rééducation, parce que l'expert qui fait du 8C, il a eu une blessure, donc il va faire ce renfo juste pour rééduquer, renforcer. Il y en a, ça va plutôt être de l'entraînement. Du coup, là, on va aller chercher la perf, l'échec, c'est vraiment propre à chacun. Donc cette partie où tu es dans la cage de musculation avec les poutres, c'est vraiment propre à chacun et ça c'est à faire attention pour pas perdre de temps et pour pas se faire mal. Ouais, puis je pense que ça dépend vraiment déjà du niveau de l'athlète, on l'a dit juste avant, mais aussi des cycles. Par exemple, tu vois, ça me choquerait pas qu'un athlète qui soit déjà vraiment expérimenté, qui est vraiment un gros facteur limitant de force bras, de force doigt ou peu importe, il se retrouve à faire un cycle de force où il va faire 50% de force, 50% de grimpe pour justement avoir moins de fatigue liée à la grimpe qui lui permettent de progresser un peu en force. Mais bon voilà, après là on rentre dans des cas tellement spécifiques. De toute façon, les 25% dans un suivi, il varie. Plus tu te rapproches de ton objectif, plus après avoir fait peut-être un mois de renforcement, tu vas faire un petit peu plus de grimpe puisque ton objectif c'est de faire de la compétition ou de faire une voie assez qui est ultra technique, un petit peu en dalle, c'est propre à chacun en fait, donc faut réadapter tout ça, passer de 30 à 25, à 20, à 15 ou l'inverse, augmenter, ça dépend. Si ton projet il est dans 5 mois, t'as le temps de faire beaucoup de renfo, toucher un peu à tout et puis voilà. Mais du coup, pour faire un petit résumé et pour que vous ayez un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler, pour quelqu'un qui grimperait 4 fois par semaine pendant 2 heures ou qui a le temps de s'entraîner 4 fois par semaine pendant 2 heures, ça donnerait 3 séances de grimpe de 2 heures et une séance de renfo de 2 heures ou du coup 4 séances de grimpe avec par exemple 30 minutes de renfo et 1h30 de grimpe. Ouais, ça c'est bien. Et là du coup vous avez un super bon équilibre. Et qu'est-ce que vous mettez dans ces 30 minutes? Ça permet un peu de faire la transition avec le facteur suivant. C'est une histoire de facteurs limitants et de comment adapter un peu sa programmation à soi-même. Et du coup, je sais pas si tu veux nous dire un peu plus, Matt, comment toi tu vois la notion de facteur limitant. Selon toi, qu'est-ce que c'est un peu un facteur limitant pour un grimpeur et un peu comment tu l'identifies et comment après on va le travailler un peu. En fait, le facteur limitant, c'est bien sûr évolutif parce que en fonction de, je sais pas, imaginons tu fais un test, enfin plusieurs tests, une batterie de tests et tu vas voir que comme tout à l'heure l'exemple que je disais avec le semi-arqué et le tendu, tu vas voir que là par exemple tu as un facteur limitant dans ta grimpe lié à ce test où tu as vu que tu avais une faiblesse à ce niveau-là. Et là pour le coup tu l'as identifié grâce à une batterie de tests, mais tu peux l'identifier sur d'autres aspects aussi, pas que avec des tests. Je pense que tu peux l'identifier avec un niveau d'expertise comme nous, même juste en grimpant, on arrive à identifier le facteur limitant d'une personne juste en la voyant grimper, tu vois. Et ça par contre, si tu t'entraînes seul, c'est beaucoup plus dur à identifier. C'est pour ça que d'avoir des coachs, que ce soit en réel comme en distanciel, avec une vidéo ou avoir un visuel sur la personne, ça change tout sur ça. Mais c'est très très important d'avoir conscience de ce facteur limitant pour progresser 2 fois plus vite dans ta progression, parce que tout simplement tu vas pouvoir te focus là-dessus et ne pas être dans du programme général et pouvoir augmenter tes points faibles et continuer à augmenter tes points forts dans un bon système d'entraînement sur toi. Tu vois, pour détecter ces facteurs limitants, il y a plein de techniques, il y a des étapes à faire. Il y a l'étape 1, t'es avec les copains,
le point de vue des copains qui peuvent donner un petit peu leur ressenti et c'est pas négligeable, hein. On fait la plupart du temps dans les entraînements, on fait que tomber. Et ben c'est à chaque fois le copain il te donne un petit conseil, il te donne un petit détail, même si tu as du mal à rectifier, c'est déjà bien. Ensuite il y a l'étape où le copain il te filme, donc il donne son avis ensuite après, mais toi tu peux regarder un peu ton retour en vidéo. Après il y a l'étape où il y a potentiellement un coach qui est derrière toi qui te regarde, et nous de ce qu'on propose c'est un maximum de vidéos où tu te filmes. Donc nous, comme il a dit Mathias, on peut largement détecter des points faibles, des facteurs limitants, que ça soit en force, au niveau mental c'est un peu plus dur, mais c'est possible de le voir en vidéo, technique largement. Et puis après il y a les tests pour voir un peu les déficits, les facteurs limitants niveau physique. Voilà. Donc en vrai avec vidéo et des tests c'est assez complet, et puis le but c'est d'avoir quelqu'un qui est derrière toi mais qui est curieux, qui va pas juste te dire tu manques de la force, t'as pas réussi le bloc, force. C'est quelqu'un de curieux qui va aller voir peut-être plus le bas du corps, qui va aller voir ton bassin, et là on a pas mal de choses, hein. Ouais. Après c'est marrant ce truc de force, parce que c'est vraiment le conseil de vas-y force plus, parce que des fois je lève vachement en coaching ce truc de tu vois sur la vidéo justement, d'où l'importance du retour vidéo, que la personne elle a pas vraiment tryhard, tu vois, elle a pas vraiment essayé de donner son 100% alors que c'était l'objectif de la séance, tu vois, par exemple là si c'était une séance de bloc max ou quoi, ou dès que la personne elle va être dans une position un peu inconfortable ou quoi, elle va un peu se laisser tomber, tu vois, ou alors elle va pas forcément essayer le move. Ouais. Donc déjà là retour vidéo tu le vois direct, et du coup là le facteur limitant c'est la capacité à forcer et à se mettre vraiment dans l'inconfort. Et moi je trouve c'est vraiment un combo de, comme tu disais Mathias, les tests physiques ou alors les tests techniques, hein. Ça peut être par exemple un équilibre dans votre niveau, j'en sais rien, que vous soyez un grimpeur de rouge arcose, que vous ayez un niveau j'en sais rien environ 6C sur la kilter et environ 7A en voie, là voilà c'est des stats qui sont un peu équilibrés, et on va se dire ok là il n'y a pas de vrai gros facteur limitant sur la partie vraiment technique grimpe, on va dire. Mais par contre si on vous fait un test sur la poutre avec ces stats là de grimpe, on va voir que vous avez je sais pas 1,3 de ratio sur les doigts sur 20 mm, et là on va se dire ah ok là en fait cette personne si elle veut passer au niveau du dessus, si elle veut aller dans des 7A, des 7A+, des 7B blocs, là elle manque clairement de force doigt comparé un peu à tous les gens qu'on a pu tester. Après bien sûr tout le monde est différent, il y en a qui vont faire des 8A avec 1,6 et il y en a qui ont 2,2 et qui font pas des 8A, mais voilà il y a une certaine linéarité en tout cas, moi c'est ce que j'observe au moins jusqu'au niveau genre 7C / 7C+ bloc on va dire. Après pour la voie c'est vraiment pareil, c'est très linéaire mais avec les tests d'endurance, et donc du coup on fait un peu un combo, c'est à dire que on voit votre niveau de grimpe via les tests techniques, ce qu'on peut appeler nous les retours vidéo, on voit votre niveau sur les tests physiques, et on prend aussi en compte les sensations et les retours, parce que comme tu disais, si la personne elle tombe sur la vidéo et que son test il est bien, que sur la vidéo il n'y a pas de faute technique, et qu'en fait elle te dit voilà là le mental j'ai complètement craqué à ce moment là et du coup je suis tombé à cause de ça, là le facteur limitant on l'identifie via les sensations, et c'est hyper parlant selon moi, parce que même moi tu vois dans ma grimpe j'ai plein de facteurs limitants, genre par exemple tenir les petites prises parce que ça fait mal au doigt, tu vois, et tu vois sur la vidéo je vais lâcher, et en fait si tu analyses la vidéo tu te dis ok il a juste pas forcé ou quoi, mais en fait j'ai vraiment essayé de forcer et ça m'a défoncé les doigts et du coup ça me fait trop mal et du coup je lâche. Ouais. Et du coup ça si t'as pas cette partie de sensation, tu peux pas trop l'identifier parce que il y a plein d'autres facteurs. Une phrase qui me parle, tu vois, et que plein de personnes disent souvent, c'est qu'on fait des croix avec ses points forts et que t'es jamais plus fort que ton maillon le plus faible. Et du coup c'est ça pour moi la vision de facteur limitant, c'est que t'as beau avoir toute la force doigt que tu veux, comme tu disais, si t'as une ouverture de hanche qui est pourrie au niveau du bassin, peut-être que c'est ça qui te limite vraiment pour grimper des cotations plus dures et pas ta force doigt. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs par rapport à tout ça. Moi d'expérience avec le coaching, ce que j'ai bien aimé c'est que parfois tu vois que le facteur limitant c'est le mental, et en fait au lieu de travailler le mental, même si tu essaies de trouver des clés en mode répète ou pense ceci, pense cela, ou juste un appel avant ton essai. Si c'est en falaise dans ton projet, on propose des appels si on est présent, hein. Des fois c'est un peu compliqué, mais ce que je veux dire par là c'est que si c'est un manque mental, on peut aussi travailler la force pour que le mental aille mieux. Tu te sens juste plus à l'aise en tenue de prise, tu te sens plus à l'aise en tractage, tu sais que tu peux assurer le truc. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si mentalement tu bloques dans le bleu, même sans travailler le mental mais plus la force, en fait tu vas être de plus en plus à l'aise dans le bleu, et dans ce cas-là moins stressé dans le bleu, donc ça va t'ouvrir un petit peu toute la panoplie des bleus. Après tu vas arriver dans le rouge, même histoire, tu vas un petit peu plus paniquer parce que les prises sont plus petites, ça déverse un peu, c'est un petit peu plus déversant. Voilà, c'est étape par étape, mais c'est pour dire que tout est lié en fait, hein. T'as un problème mental, mais en travaillant peut-être la force, ça va débloquer le mental et vice versa, hein. T'as un problème de force, mais t'as un mental où tu sers plus les prises, tu serres les dents, t'as pas forcément peur de la hauteur. Et par rapport à une personne lambda, tu vas serrer 5% de plus à chaque entraînement. Mais si tu t'entraînes 3-4 fois par semaine, au bout d'un moment, si tu multiplies par tous les entraînements, on arrive à beaucoup. T'as exactement tout dit, et surtout
tu vois, avec ton exemple du bleu, après rouge et ainsi de suite. En fait, peu importe son niveau, comme on disait dans la première partie, le 75-25, et ben en fait c'est en améliorant ton pourcentage de force que tu vas augmenter tout ce qui en déduit, que ce soit le mental ou ta grimpe ou peu importe. Donc c'est pour ça que ce pourcentage il est important à mes yeux, et que bien sûr on a dit qu'on n'était pas à 1% près, mais que c'est vraiment important pour tout ce qui tourne autour de ta grimpe et ta progression. Et aussi par rapport à ce facteur limitant, ce qui est important, c'est que du moment où tu l'identifies, en fait tu disperses plus ton entraînement et tu es vraiment focus sur quelque chose, comme quand on va mettre un cycle, forcément un cycle, ok, bon là on est en cycle volume, là tu vas pas te disperser, tu sais que tous les exercices ils vont être orientés dans ce cycle là, et là c'est pareil pour ton facteur limitant. Donc franchement ça c'est top, et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir un vrai programme d'entraînement adapté à toi, structuré, et c'est comme ça que tu vas progresser le plus vite possible. Ouais, que tu vas vraiment casser des plateaux. Moi j'ai un exemple là qui me vient en tête, qui revient assez souvent même dans des tests ou dans des coachings. C'est quand je vais tester, tu vois, par exemple la force bras de la personne, où je vous fais tirer par exemple sur un bac, sur une poignée, un anneau, peu importe. Du coup ça mesure vraiment votre force en fermeture de bras. Et du coup après tu fais le test de force doigt mais dans la même position sur 20 mm par exemple en semi-arqué. Et en fait si ton bras sur un bac il n'est pas capable de tracter par exemple 50 kg, imagine ton bac c'est 45, et en fait tes doigts seront pas capables de tracter plus que 45, même si tu as les tendons et les ligaments hyper solides, etc. Et là du coup ta force bras ça devient un facteur limitant, parce que tu as beau te dire en fait je manque de rési, je tiens mal les prises, etc. En fait ça se trouve tu manques juste de force bras pour fermer un peu plus le bras sur les prises, et ça te débloque un peu le niveau d'au-dessus pour faire des moves plus durs, et après en faisant ces moves plus durs t'encaisses plus de volume dans les séances, etc., etc. Et vraiment cet exemple de la force bras qui est un peu faible entre guillemets comparé au doigt, c'est un truc que je retrouve très souvent dans les coachings. Et un bon ordre de grandeur, c'est d'avoir les bras qui sont en général au moins 10% plus forts que vos doigts sur le test bac et 20 mm. Par exemple, si vous tractez 45 kg sur 20 mm à un bras, il faudrait que votre bras soit capable de fermer au moins 50 kg sur le capteur de force. Et après, si vous pouvez pas trop vous tester avec des capteurs de force, etc., dites-vous juste que vous voulez avoir une traction lestée qui est plus ou moins équivalente à votre suspension sur 20 mm. Donc imaginons votre 1RM en traction c'est 40 kg, vous devriez être capable de vous suspendre à plus ou moins 40 kg sur la poutre. Après, plus vous progressez vers les 2 de ratio, plus moins c'est vrai cette règle, mais au moins jusqu'à 1,5, 1,7, c'est très très vrai je trouve. Et ça permet d'identifier en fait concrètement un facteur limitant et te dire ok là ma force bras c'est un facteur limitant. Dans mes 25% de renfort, je fais que de la force bras par exemple. Bien sûr faut pas faire que ça, mais je mets un gros focus dessus. Et peut-être qu'en 3-6 semaines vous cassez un plateau parce que vous arrivez à tracter plus fort. Et du coup après vous passez au niveau d'au-dessus dans votre grimpe parce que vous êtes plus fluide, etc. Du coup moi par rapport à ça, par rapport à cette comparaison entre ta force bras et force doigt, moi il y avait une anecdote que j'avais eue dans une compétition une année, je crois que c'était ma première année à Ninja Warrior. Sur le premier parcours de finale, c'était un parcours hyper endurant où tu avais 10 obstacles à passer, et entre les obstacles tu n'avais pas le temps de récupérer, tu cours et tu recommences sur un autre obstacle, tu vois. Et franchement je suis arrivé à la fin, j'ai failli tomber dans les pommes tellement j'étais épuisé, à la fois en cardio et à la fois j'étais complètement daubé, genre mes avant-bras ils arrivaient même plus à serrer, je sentais même plus mes doigts, alors que vas-y on est grimpeur, tu vois, genre on a l'habitude, mais là c'était vraiment extrême. Et du coup je me suis dit je veux plus jamais que ça m'arrive, c'est un facteur limitant. À cause de ça j'ai failli tomber, et je l'ai identifié pour le coup avec un effort, avec des sensations, tu vois. Et c'est comme on a dit tout à l'heure, les facteurs limitants, tu peux les identifier avec plein de choses différentes. Moi ça a été comme ça que je l'ai identifié, je l'avais pas vu avant ce facteur limitant, et du coup pendant toute ma préparation physique l'année d'après du coup de Ninja Warrior, je me suis focus avec des entraînements mais de ouf, mais vraiment spécifiques à cet effort que j'avais vécu, tu vois. Donc je faisais 1 minute de suspension sur une barre, genre une barre de traction. J'avais pas le droit de délayer parce qu'à Ninja Warrior si tu délayes la barre elle tourne et du coup tu tombes. Et je faisais des tractions, des front levers, des trucs comme si tu étais sur un obstacle, tu vois. Après je me reposais 30 secondes parce que c'est à peu près ce que j'ai entre les obstacles, et je faisais ça 6 fois, 7 fois, et c'était extrême. Mais à la fin je suis arrivé à Ninja Warrior l'année d'après, mais laisse tomber, j'étais trop à l'aise, j'ai plus jamais retrouvé cette sensation d'inconfort que j'avais eu la première année. Et c'est exactement exemple typique, tu l'identifies, tu l'entraînes, et après tu t'adaptes un peu à la demande, quoi. Exactement. Moi d'un coaché, le tout premier que j'ai coaché, mais alors avant Ascension, avant tout le monde et tout, physiquement un crack, tu vois, un peu une boule de muscle un peu lourde. Il tient bien les prises, il ferme bien, la technique correcte, c'est très bien. Une technique en fait suffisante quand tu fais du après-travail. Du à vue, ça manquerait un peu de technique, mais pour après-travail, vu qu'il connaissait un peu la voix, il avait juste à faire un peu en mode robot, je connais les mouvements, tac tac. Je me suis amusé aussi à l'accompagner en falaise pour qu'il essaye sa voix, et en fait tout se passait bien, intrinsèquement c'était carré. Et puis je l'ai laissé faire un peu ses essais
durant les mois, on continue l'entraînement et en fait il avait quoi, un niveau 8B, 8B+, physiquement, techniquement, mais en fait ça marchait pas dans le 8A parce que en fait mentalement c'était très dur et c'est ce qui fait la beauté du sport, hein, tout est équilibré, et si t'as un manque mental c'est lunaire comme ça fait une différence. Du coup, ma technique c'était, je lui ai envoyé, et ça si vous voulez vous pouvez m'envoyer un message sur Ascension ou en privé, je lui ai envoyé un long PDF avec plein de techniques que j'ai essayé moi-même pour entre guillemets déstresser avant de mettre un essai dans ton projet. Tout bête, hein, des pensées en fait, hein. J'en ai une quinzaine, c'est propre à chacun, mais c'est peut-être à vous de piocher avec celui-là ça a bien marché. Mais ce que je veux dire par là c'est que je l'ai appelé, je lui ai parlé de toutes ces petites techniques en plus de lui envoyer, et en fait il en a pris sur les 15 5-6 et ça a fait la différence. Je dis pas que c'est devenu Jésus en mental, mais ça a fait la différence pour qu'il a un niveau 8B+ physiquement, au lieu de bloquer dans le 8A, il a été bloqué plutôt dans le 8B, parce que on fait pas des miracles en 2-3 mois, mais ça a fait des miracles sur le niveau qu'il était censé entre guillemets randonner. Ouais. Pour ma part, moi quand je fais des tests, là où je suis plus fier, c'est de voir un équilibre entre ma force en traction, ma tenue de prise en tendu, ma tenue de prise en semi, ma force en dips sur les antagonistes, ouais. Et pour le coup j'ai pas un pic de 150%, mais tout est à 95%. J'ai un ratio de 1,9 mais un peu partout, et ça c'est une de mes plus belles fiertés. Déjà je sais que moins de chances de me blesser, plus de chances aussi de pouvoir toucher un peu à tous les styles. Donc voilà, pas négliger et pas se dire les gars moi je suis un beau gosse, je fais traction avec 20 kg à un bras, par contre la tenue de prise laisse tomber. Ou pareil la souplesse, hein, là beaucoup de gens sont fiers de dire moi je suis pas souple, je touche pas le sol. Si tu veux être performant, faut pas négliger ça, et c'est un peu bête. Ouais, faut une base, faut un minimum, et après comme tu dis, quand t'as une base qui est tellement solide, tu vois, genre t'es bien équilibré, par exemple là dans ton exemple t'es à 1,9 partout, on pourrait dire 1,5 partout, tu vois, pour je sais pas, un grimpeur de 7B ou quoi. T'inquiète, j'arrive. Et du coup, quand t'as cette base qui est bien équilibrée et que tu as un projet spécifique, j'en sais rien, tu vois, là tu te dis ok j'ai 1,5 partout, ça équivaut à peu près à un niveau 7B bloc on va dire, je veux faire mon premier 7C bloc, et là on se dit ok tu manques peut-être juste un peu de force doigt dans ton projet spécifiquement, et donc tu vas aller trouver un 7C bloc, tu te dis ok je vais tester un peu les moves etc. Qu'est-ce qui me limite concrètement? Ok, je sais pas, il y a une petite prise main droite, elle fait environ 8 mm, faut vraiment l'arquer, faut tracter dessus, j'y arrive pas, et du coup là tu fais un cycle, du coup tenue de prise 8 mm arqué, et peut-être que ça te débloque le move et tu passes ton projet 7C, et du coup t'avais quand même cette base qui était là. Et moi je vois trop souvent, je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, des grimpeurs qui ont un niveau de base on va dire moyen, tu vois, genre par exemple un niveau genre 7A bloc, et qui se disent ok là je veux faire un projet genre en 7C+ ou en 8A, tu vois, enfin en gros il y a un écart énorme entre leur niveau de base on va dire et leur pic de forme de perf, tu vois. Et ça c'est une grosse erreur, parce que souvent ces gens là ils vont se blesser parce que trop de surcharge sur les tissus etc. Ouais. Enfin je sais pas si vous en avez beaucoup des anecdotes comme ça, mais moi j'en vois souvent quoi. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que il y a tellement de cotations en escalade que quand tu fais du 7A tu te dis je veux viser le 7C, mais on s'en rend pas compte de la différence entre les deux cotations. Ouais. C'est comme si un gars il faisait 100 mètres en 11 secondes et il disait je veux faire en 10,5, mais en fait le 0,5 il est lunaire. Énorme, en fait entre 7A et 7C, c'est que ça soit de la voie ou du bloc, il y a une différence énorme, ça peut être presque 2,5 fois plus dur quoi. Ouais. Après ça dépend les styles. Forcément, ça dépend des falaises, ça dépend si tu te retrouves en Espagne, à Céuse. Surtout à Céuse. À Céuse, bordel. Ouais. Alors, on va en reparler là, mais c'est terrible. Hein. Genre là, le facteur limitant, je l'ai bien ressenti là. Puis même mentalement, en fait, viser un poil loin, ça peut être dangereux pour la blessure en se disant faut que je fasse ceci, cela. Alors que si tu dis je veux faire 7B, à tout moment le 7B il tombe dans un mois et demi, et ça te met en confiance, ça te fait toucher un peu plus de prise, et étape par étape. Après c'est propre à chacun, beaucoup de gens ont des anecdotes en mode moi j'étais que dans le 7A et je suis passé direct dans la 7C, mais ceux qui ont un vrai niveau 7A et qui veulent aller passer dans le 7C, attention. Ouais, tu vois, je prends mon exemple perso, je suis passé en gros si j'arrondis, j'ai fait plusieurs 7B blocs, tu vois, en XT j'en ai fait je sais pas 5 ou 6, tu vois, j'arrondis. Et après je me suis dit vas-y là je vais essayer de faire un 7B+, un 7C, un 7C+, un 8A, tu vois, vraiment juste de monter jusqu'à où j'étais capable. Mais tu vois, je voyais très bien sur les tests physiques que en théorie j'avais un niveau de force genre de bloc genre 8A/8A+, tu vois. Et du coup je me suis dit en fait voilà, j'ai juste à un peu gravir les échelons comme ça assez vite pour rattraper un peu ce niveau là. Et après ça me montre aussi que en fait je suis capable de faire plein de trucs, et que en fait là tu vois,
si vraiment je voulais progresser énormément en extérieur, bah tu vois, je ferais un trip de blocs et je ferais du volume dans du 7A, 7B, tu vois, environ, tu vois. Plein de blocs dans le 7A, 7A+, 7B, 7B+, peu importe. En gros, en dessous de 7C, tu vois. Enfin, même dans du 6 hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs hyper intéressants dans le 6. Mais voilà, tu vois. Et là, on parlait de CEUS et des facteurs limitants. Et tu vois, là, je prends mon facteur limitant. Moi, dès que je suis 2 mètres au-dessus d'une dégaine, c'est terrible. Oui. Mais même dans des 6A+, là, c'était vraiment terrible, quoi. Et du coup, bah, c'est cool quand même de sortir de sa zone de confort et tout. Mais bah, quand t'as un facteur limitant qui est aussi marqué comme ça peut être hyper frustrant des fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir de gros points faibles et essayer un peu de toucher à tout pour être plus ou moins équilibré. Mais en fait, les gens, la plupart du temps, pour les facteurs limitants, ils s'arrêtent sur les facteurs physiques. Et du coup, ils se disent, mais moi, j'ai un ratio de 1.5, 1.6, pourquoi je fais pas 7C ou 8A? Et on s'arrête pas sur... c'est dur aussi après de voir ces facteurs limitants, que ce soit de la technique ou du mental. Ouais. Mais c'est deux facteurs, mais ultra non négligeables dans notre sport. Tu serais dans du... en fait, dans tous les sports, mais surtout dans l'escalade où les mouvements sont variés. Dans chaque voie, c'est différent. Donc voilà, faut pas négliger cette partie-là où quand tu fais les tests physiques qu'on va te donner, même si tu as des bons résultats, ça veut pas dire que tu vas faire du 8B demain, parce que y a juste une panoplie de techniques énorme. Ouais. Et puis mental, ça fait tout dans notre sport. Donc voilà. Il y en a, ils vont avoir 2 fois moins en test physique que toi, mais juste niveau technique parce qu'ils grimpent depuis 15 ans ou parce qu'ils ont eu un coach, un suivi, ou mental, pareil, ils ont eu un coach pour ça, et ça fait une différence, mais juste lunaire. Donc tout s'équilibre, hein. C'est pour ça que... Et puis j'en ai vu, hein, moi, des profils comme ça, hyper atypiques sur des tests physiques où tu te dis, bon voilà, la personne, si tu me montres pas la personne, tu me montres juste le tableau des tests, tu veux dire, bon, moi, c'est un grimpeur de 7A bloc et tout, tu vois. Et là, le mec, il me dit, bah non, j'ai déjà fait 7C+, il y a 2 mois, là, j'ai un projet en 8A, je bouge bien dedans, tu vois. Je fais, ah, ok. Donc, ouais, la technique, comme tu dis, le mental, la spécificité aussi, tu vois. Parce que, des personnes comme ça, tu vois, qui sont hyper forts dans un style en particulier, souvent, tu vas les mettre dans un autre style, par exemple, imagine ton style, c'est vertical, petite prise, on te met dans un gros dévers avec des bacs, bah, peut-être que tu divises ton endurance par 2, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc-là aussi de qu'est-ce que vous voulez faire personnellement. D'ailleurs, j'en parlerai dans le prochain flash, un peu ce truc de fais-le pour toi avec des objectifs un peu vraiment personnels. Mais ouais, il n'y a pas besoin non plus d'être hyper équilibré dans tous les styles, je trouve, parce que ça dépend vraiment de ce que la personne veut faire. Ouais. Mais si votre niveau... je sais pas, tu vois, là je prends mon exemple, mon niveau à vue en tête c'est genre 6A, CEUS, tu vois, et encore même pas, parce que j'ai peur de passer au-dessus des dégaines, alors que mon niveau de bloc c'est, je sais pas, 7C Moonboard, bah là je me dis, ok, il y a un truc à travailler, et juste aller grimper en falaise un peu plus régulièrement, ça va me faire progresser, tu vois, et j'ai pas besoin de faire un cycle de mental ou je sais pas quoi, je vais juste me dire, ok, juste aller en falaise de temps en temps, ça va me faire progresser. Ça va partir sur des triples, là, on va faire pas mal de triples ensemble. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est juste faire une conclusion sur ça, en mode, bon bah voilà, il faut avoir de l'expérience dans... tout et dans surtout là où tu veux avoir ton projet. Imaginons là tu veux avoir un projet à CEUS, bah crois-moi qu'il faut que tu aies de l'expérience ici et que tu viennes et que tu aies du cardio pour la marche d'approche. Et que tu aies du cardio pour la marche d'approche. Non mais en vrai tu rigoles, mais t'imagines tu t'entraînes que en force et là en force ou en rési ou peu importe, et tu taffes pas du tout ton cardio et là tu te fais défoncer par la marche d'approche le premier jour là et tu te dis ah ouais en fait là ça va être compliqué d'enchaîner, j'ai que 3 jours de grimpe et je suis déjà KO le premier jour, tu vois. Ouais, non mais vraiment, mais c'est possible. T'es pas arrivé au pied de la falaise. Franchement c'est exactement ce que tu as dit pour la conclusion, et je pense qu'on peut passer du coup à la dernière partie. Je pense qu'on l'a tous vu passer la vidéo de Magnus avec Yania où elle dit qu'elle fait pas du tout de renfo, qu'elle fait pas de cardio, qu'elle fait pas ceci cela, et qu'à la fin Magnus lui demande ouais c'est quoi la plus grosse erreur que la plupart des grimpeurs font, et elle dit que c'est de faire de la poutre, donc de faire du hangboard. Pourquoi on n'a pas aimé cette partie là, mais on va parler un peu de tout ça et de pourquoi la poutre c'est pas forcément la pire erreur que tu puisses faire si t'es même débutant, intermédiaire, même expérimenté. Ça dépend tellement de plein de facteurs, mais vas-y je te laisse commencer un peu là-dessus. Bah en fait cette dernière partie sur Yania et sur ce qu'elle a dit, ça résume tout ce qu'on a dit dans la partie 1, partie 2 etc. Parce qu'en fait ne pas faire de poutre comme elle dit, c'est faux, parce que en fait quand elle va s'entraîner avec son coach dans sa salle, elle va, oui bien sûr elle va grimper, mais qu'est-ce qu'elle va faire pour faire du renfo? Elle va faire du panguliche, du no-foot en spray wall, du no-foot en spray wall, elle va faire plein d'exercices mais tellement physiques et tellement plus durs que faire de la poutre, qui sont adaptés à son niveau. Et en fait c'est totalement compréhensible qu'aujourd'hui elle puisse faire ça, parce qu'en fait sur la poutre elle est à des ratios mais lunaires sur les suspensions, et du coup ce serait limite de la blesser de te faire que de la poutre et de charger mais comme un bœuf sur des suspensions, alors que là elle peut être au poids de corps ou un tout petit peu lestée, imaginons avec un petit gilet de 5 kg, 10 kg, et faire du no-foot sur du spray wall ou faire du panguliche avec des
exercices hyper explosifs et hyper instables. Et en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle a cette capacité à s'améliorer de cette manière-là qui est adaptée à elle. Mais du coup, c'est ça qui nous a fait rigoler et qui nous a un peu énervé dans le sens où elle se rend pas compte d'où elle vient en fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi les bases, comment elle a commencé l'escalade? Elle a pas commencé en faisant du no-foot sur du spray wall. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis c'est pas du tout pareil quand tu commences jeune et que t'as toujours baigné là-dedans, tu vois. Enfin, elle a commencé à grimper, j'en sais rien, tu vois, à 3 ans, à 4 ans. Et du coup, en fait, souvent, moi, c'est un truc que je remarque, c'est que quand t'es fort, personnellement, t'oublies comment t'es devenu fort, tu vois, et t'as tendance à faire des généralités en mode en fait dans mon dernier cycle j'ai pas fait de poutre, en fait la poutre c'est nul, tu vois, alors que t'en as fait pendant 5 ans, tu vois. Ouais, je me souviens du moment où on a vu la vidéo avec Mathias, dès qu'elle a dit ça, je me suis dit en fait elle met en sueur 98% des coachs, que ce soit à l'étranger ou en France. Ouais. Comme il a dit Mathias, en vrai c'est quand même propre à chacun. Et comme tu dis, elle a commencé en fait, elle a baigné dedans dès qu'elle était petite. Donc forcément en fait tout ce qui est par exemple tissu conjonctif, ils ont été renforcés mais à balle. Donc maintenant qu'elle a 25, 26, 27 ans, en fait elle a moins de chances de se blesser. Mais quelqu'un comme la plupart de nos coachés qui grimpent depuis 1 an, 2, 3, 4 ans et qui ont la trentaine ou la vingtaine, tout ce qui est tissu conjonctif, ils suivent pas forcément les muscles. Et dans ce cas-là, il faut renforcer avec ce petit 25-75% avec un peu de poutre. Et puis elle a le luxe d'avoir un spray wall pour faire peut-être du no-foot. Elle a le luxe d'avoir un coach qui va lui dire prends cette prise. On n'a pas tous ce luxe-là. Donc la poutre, c'est quand même un objet que tout le monde peut avoir. Ça coûte pas si cher. Et on a tellement d'exercices dessus, tellement d'études dessus que c'est assez facile de te renforcer dessus. Alors que elle a 5 coachs pour elle toute seule en présentiel. Et puis elle a pas les mêmes objectifs, elle est pas le même niveau que nous. Enfin, voilà quoi, c'est juste un équilibre. Elle s'en rend juste pas compte. Mais ouais, ça m'a fait sourire parce que je pense que beaucoup après cette vidéo, ils ont clairement changé leur entraînement. Mais on est quand même encore une fois dans un des plus beaux sports qui est tellement varié que ça dépend tellement de toi, de ta personnalité, de où tu viens, de ton âge. En fait, il y a tellement de facteurs. Tu ferais du sprint, il y a Usain Bolt qui dit faut faire ça. Bon, le sprint c'est assez basique, c'est la ligne droite. Faut peut-être écouter ce qu'il dit, même si ça reste aussi encore propre à chacun. Mais alors l'escalade c'est l'exemple même où faut personnaliser son entraînement et pas faire comme la meilleure du monde ou comme le copain à côté. Enfin voilà quoi. La plus grosse qualité c'est d'être curieux, donc essayer comme Yania, si ça marche trop bien, mais moi de mon point de vue il faut tâter le terrain un peu partout et nous notre méthode elle marche. On a suivi plus de 100 personnes, si ça a marché pour ces 100 personnes et pour nous 3 c'est que il n'y a pas photo. Et c'est une histoire aussi de public, comme tu dis. On s'adresse à des gens qui ont une vie active, qui ont, comme tu dis, si on fait une grosse fourchette, entre 20 et 50 ans, qui ont commencé à grimper qui grimpent pas depuis qu'ils ont 4 ans, qui ont des gros facteurs limitants. Là, pour le coup, tu vois, on le voit quand on fait les tests, ça va être souvent la force doigt, la force en traction, l'endurance sur les doigts, ce fameux test de 5-5. D'ailleurs, ça permet de faire le rappel. Si vous voulez faire les tests, vous nous envoyez test sur Instagram. On vous envoie la batterie de test, c'est gratuit. Et un truc qui revient souvent aussi par rapport à cette vidéo d'Yania là, c'est des personnes, tu vois, qui vont dire ouais mais les Japonais ils font pas de poutre, etc. Tu vois, et ça me fait trop rire parce que c'est exactement la même chose, parce que tu vas dire ouais ok Tomoa il fait jamais de poutre, mais Tomoa il tient la 14 mm à un bras, il te fait 5 tractions à un bras dessus, tu vois. Donc il a plus besoin d'en faire quoi. C'est ça, en fait c'est arrivé à un certain niveau, t'as tellement de risques, comme tu dis, si tu veux vraiment augmenter ton niveau de force sur la poutre, par exemple, je suis sûr là si on prend l'exemple de Tomoa, faudrait qu'il se laisse à 90 kg sur 20 mm, tu vois, pour que ce soit une série de force qui est productive, tu vois. Mais s'il se laisse à 90 kg sur la poutre, t'as tellement de risques de faire une zipette, de prendre un excentrique parce que je sais pas, le baudrier il va vaciller. Petite nuit, tac. En fait, il y a tellement de risques de blessures pour le peu de bénéfices que ça va lui apporter, et que du coup en fait c'est pas rentable de le faire. Et en fait inconsciemment ils s'en rendent compte et du coup ils le font pas. Et du coup les gens ils font des généralités en mode ah ouais mais les Japonais ils sont tous hyper forts, il y en a aucun qui fait de la poutre. Ouais mais les Japonais ils font 1m75, ils pèsent 55 kg, ils ont commencé à grimper quand ils avaient 5 ans, font des ouvertures de compète de fou furieux dans leur salle, t'as des 8B+, limite à l'appel. Enfin c'est pas du tout le même environnement, le même public, la même. Voilà, c'est ça. Père de famille, et du coup en fait moi ce qui me fait un peu rire aussi là-dedans, c'est que les personnes qui vont avoir ce discours là, ouais les Japonais ils font pas de poutre, etc. Au bout d'un moment en fait ils vont s'en rendre compte que s'ils font pas de poutre ou quoi, ils vont pas débloquer un niveau de force supérieur, ils vont avoir un gros plateau et tout, et souvent ces gens là ils vont se mettre à faire de la poutre arriver à un certain moment, et tu vois moi je trouve ça dommage de pas s'en rendre compte plus tôt. Et du coup de cet exemple de en fait même quand t'es très débutant, t'en as déjà parlé 1000 fois Mathias dans les podcasts et tout, tu peux faire de la poutre pied au sol ou alors du block lift, même à 10 kg, tu vois, tu mets 10 kg sur le block lift, tu contrôles vraiment la charge
charge que tu mets. Le block lift, pour ceux qui n'ont pas l'image ou ceux qui voient pas, c'est vraiment les petits agrès portables à un bras en bois où vous pouvez accrocher des poids dessus et vous les soulever du sol. Et du coup ça c'est hyper intéressant parce que vous pouvez choisir votre préhension. Vous pouvez vous dire ok là je vais me mettre en arqué pouce, en semi-arqué, en 3 attendu, peu importe. Même pour la pince c'est hyper intéressant. Et vous pouvez contrôler la charge au kilo près. C'est vous qui accrochez les poids dessus, donc vous pouvez vous dire ok là je travaille à 10 kg, 12 kg, etc. Alors que si on reprend l'exemple du spray wall avec Yania, dans la vidéo avec Magnus, à un moment elle fait un bloc sur le spray wall où elle dit qu'elle estime que le bloc il est 7C+, et il dit Magnus lui demande t'as forcé à combien? Elle dit 3, 4 sur 10. Donc vous imaginez un peu le niveau de force de elle fait des 7C+, bon après elle connaît le mur, elle connaît les prises, elle est super forte, on peut trouver 10 000 excuses qu'on veut, mais en fait elle fait quand même un 7C+, enfin l'équivalent d'un 7C+, en termes d'effort, en effort perçu 3, 4 sur 10. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, et Magnus le fait pas. Et Magnus le fait pas. Alors que Magnus, on va dire, il est plus à son prime, mais il est pas mauvais, tu vois, genre en mode il a un niveau, allez si on extrapole, peut-être 8B bloc, tu vois, encore, tu vois. Donc t'es là en mode, ok, même quelqu'un qui a le niveau 8B bloc, qui a été un ancien athlète professionnel et tout, il galère à faire ce 7C+ là. Elle te dit, je le fais à 3, 4 sur 10 d'intensité. Bon, ok, c'est la meilleure du monde, etc. Mais tu vois en fait l'écart que c'est. Et pour 99,999% des gens de la planète, même faire ce 7C+ là, ce serait une performance, tu vois. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle a plus besoin de poutre. En fait, c'est qu'elle est tellement forte physiquement, mais elle s'en rend même pas compte. Mais tu vois, une femme qui fait une traction à bras, il y en a pas 50 sur la planète Terre. Genre vraiment. Et elle le fait en fin de séance, enfin même fin de double séance, parce que dans la vidéo ils font 2 séances. Ils font du no foot sur spray wall. Enfin bref, c'est une énorme journée d'entraînement. Pour n'importe qui d'entre nous, on pourrait plus lever les bras après. Et elle dit qu'elle sait même pas. Elle sait même pas si elle est capable. Qu'elle sait même pas qu'elle est capable de, et même en étant fatiguée, etc. Elle te tape une traction à bras, mais hyper clean, tu vois. Elle prend quasiment pas d'élan, etc. Elle verrouille en haut, tu vois. C'est pas une traction dégueu où tu passes juste le menton et tout. Donc en fait, il y a tellement un écart, tu vois, entre son niveau à elle et ce qu'elle peut vivre au quotidien et le niveau global, on va dire, des gens qui grimpent, qui d'ailleurs, tu vois, je sais pas si on fait des stats, je sais pas, 50% des grimpeurs ils grimpent en dessous de 7 à bloc, tu vois. Enfin, j'en sais rien, peut-être plus. Et pour cette catégorie de personnes-là, vraiment se dire faire de la poutre ou du block lift ou n'importe quelle méthode qui vous permet de vous renforcer les doigts de manière progressive et d'augmenter votre capacité, en fait, c'est hyper intéressant. Je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses par rapport à tout ça. Ouais, moi quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait un parallèle dans ma tête parce que j'avais vu une autre vidéo d'un bodybuilder qui disait moi je fais plus de squat, sous le rack, okay, avec la barre. Ouais. Et du coup le préparateur physique il disait pourquoi, et il disait tout simplement parce que je mets trop lourd. Si je fais un squat genre 350 à mon kilos, max, et je tombe dans les pommes à la fin de mon squat parce que j'ai mis trop lourd, le sang il est remonté dans ma tête, dans mon cerveau, laisse tomber, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, c'est beaucoup trop dangereux pour ses capacités physiques. Et ça m'a fait exactement penser à ça. Quand j'ai vu le truc de Yania, j'ai fait ce parallèle dans ma tête parce que j'avais vu cette vidéo d'un bodybuilder qui avait dit ça et qui disait moi il y a plein d'exercices que je ne fais plus, genre soulever de terre, squat, des trucs hyper intéressants, mais quand tu commences à pouvoir soulever 300 kg sur chaque exo, t'as tellement plus de risques de te blesser en faisant l'exo qu'en gagner 10 kg de force, tu vois. Donc. Mais ce que t'as dit Léo, tu l'as dit en mode Yania ou Thomas, c'est pas monsieur tout le monde qui a un enfant, si Thomas il a un enfant, mais qui est ingénieur, qui a un quotidien voilà, comme monsieur tout le monde, et ça c'est normal. Du coup on n'est pas propice à avoir 5 coachs derrière toi, à avoir le spray wall pile poil pour toi. La plupart des gens s'entraînent en salle commerciale aussi, ça faut le dire. Ouais, et surtout qu'en fait ces gens-là, faut pas oublier qu'il y a 10 ans ils étaient déséquilibrés, donc ils ont dû faire des exercices de renforcement pour être équilibrés, mais là ça fait 10 ans qu'ils sont équilibrés, qu'ils ont plus qu'à progresser dans certains points. Alors que si tu stagnes dans le bleu, si tu stagnes dans le rouge ou dans le noir, c'est clairement que tu es déséquilibré quelque part ou que tu manques d'une capacité, d'une qualité. Donc voilà, c'est vrai que je pense que dans la vidéo elle parlait de elle ou de ses collègues avec qui elle traîne le plus souvent, des personnes très fortes, mais elle parlait pas de la personne qu'elle allait croiser dans des salles à Paris qui commence l'escalade depuis 1 an ou 2 ans. Voilà quoi, elle s'en rendait pas compte, mais voilà, après c'est quand même aussi propre à chacun. Ouais, bien sûr, et puis comme vous l'avez dit tous les deux, l'escalade c'est tellement varié, il y a tellement de manières de s'entraîner. Comme on disait en intro, dans cette partie équilibre grimpe renfo, en fait tu peux t'entraîner en grimpant. Par exemple, tu vois là, tu parlais tout à l'heure du 3 attendu, si tu es très mauvais en 3 attendu comparé à ton semi-arqué, tu peux l'entraîner sur le mur en grimpant des blocs de manière hyper contrôlée, en te forçant à être en 3 attendu. Donc en soi, ça reste une forme d'entraînement, même si c'est pas vraiment du renfo sur la poutre, etc. Et donc voilà, il y a plein de méthodes qui peuvent marcher. Nous en tout cas, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on fait d'ailleurs avec Ascension, c'est de synthétiser vraiment tout ça
ça et de faire vraiment la moyenne dans le sens où on a coaché tellement de personnes, là on arrive à plus d'une centaine, qu'on voit ce qui marche pas, qu'est-ce qui a le plus marché, le moins marché, avec quel type de personnes, quel type de public, etc. Et vraiment, on a une méthode clé en main qui te permet, toi qui écoutes ce podcast, de restructurer ta pratique, de progresser, de casser ton plateau jusqu'à, j'ai même pas envie de dire de limite en fait, parce que moi j'ai des exemples où j'avais coaché un gars là à Montpellier qui était en gros dans le 8 à bloc, tu vois, si j'arrondis, et juste en trouvant un facteur limitant, là dans son cas c'était vraiment la force en traction, tu vois, il était passé à 8B, tu vois, en 3 mois, tu vois, mais c'est ouf, tu vois, de se dire que le gars était, bon après peut-être qu'il avait déjà la capacité de faire 8B à ce moment-là, tu vois, parce qu'il était vraiment surfort, mais il arrivait pas trop à le concrétiser, et juste le fait de faire un cycle en mode ok, on augmente ton niveau de force en traction et en blocage haut, etc., bah, il l'a transféré direct dans sa grimpe parce qu'il était déjà hyper technique. Donc tu vois, si ça marche même avec des gens qui passent de 8A à 8B, bah, bien sûr que ça va marcher avec des personnes qui passent de 6B à 7A, tu vois. Et ça c'est clair et net, et moi j'en suis convaincu, et c'est pour ça qu'on fait du coaching, qu'on essaye de vous accompagner, etc. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc aussi sur le mot de la fin, un peu conclusion de l'épisode, etc. Les petits points clés à retenir. Qu'après ce podcast, les gens ils disent ouais, et donc juste si vous avez des questions sur les tests, nous on a de quoi vous les envoyer. Si vous avez des questions sur la partie mentale, je peux vous envoyer toute ma liste ou plein d'autres choses. Enfin, faut pas hésiter à parler sur les réseaux sociaux ou en privé. Envoyer le premier message, c'est jamais facile, mais nous on est ouvert pour tout le monde. C'est avec grand plaisir d'échanger avec vous et d'échanger avec ce qu'on propose. On n'en a pas parlé là parce que il y a beaucoup de choses sur notre structure, sur notre méthode. Mais voilà, la plupart du temps, ce qui bloque les gens, c'est le premier pas. Donc n'hésitez pas à prendre l'appel, à envoyer un message, à être curieux sur n'importe quel sujet. Et c'est avec grand plaisir qu'on va échanger avec vous. Et puis voilà Ça résume bien. Ouais, t'as bien résumé. Et franchement, essayez de vous entraîner, de garder du kiff dans votre entraînement. Ouais. Franchement, là, on a fait un gros résumé sur une belle structure d'entraînement, sur ces 75-25, identifier ce facteur limitant, sur Yania qui dit qu'il faut pas faire de foot. Non, franchement c'était top, et j'espère que cet épisode vous a plu. Vous savez que vous pouvez nous retrouver de toute façon sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Notre compte Instagram c'est Ascension. Après on a nos comptes personnels aussi où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez, comme a dit Pierre, envoyer un message. C'est gratuit, on vous envoie des conseils ou des fiches, que ce soit tests, pour les tests, mobilité, pour le mental, mobilité, tout ce qu'on a en réserve. Donc hâte d'échanger avec vous. Non, moi en vrai je vais pas me mouiller, mais tu vois c'est le genre de vidéo où il faut tellement le prendre avec du recul, et en tant que coach, tu vois, on a ce recul là de dire, comme tu disais, elle s'adresse pas forcément au grimpeur de 6B qui a commencé il y a 2 ans, etc. Elle prend un peu sa référence à elle, etc. Mais en fait ça peut tellement être mal interprété que c'est pour ça, tu vois, qu'il y a des coachs professionnels et il y a des athlètes, tu vois, et c'est pas pour rien que même les athlètes les meilleurs du monde, ils ont des coachs, tu vois. Et si tu reprends l'exemple d'Usain Bolt que tu as cité plein de fois, Usain Bolt, ok c'est le meilleur du monde, il avait un coach, tu vois, et enfin je pense qu'il court plus trop à l'heure actuelle, mais je suis sûr que s'il se remettait à la course, il reprendrait un coach. Donc en fait ça montre que voilà, il y a des personnes qui ont un peu plus de connaissances que d'expérience. Les athlètes ils sont plus du côté expérience, bien sûr ils ont énormément de connaissances aussi, faut pas se mentir, parce que quand tu le vis au quotidien, etc., t'as ton expérience aussi personnelle qui est très forte, mais voilà, il y a de la théorie, il y a de la pratique, et c'est surtout, moi je trouve, ce côté adapté à un certain public qui est très mal fait par ce genre de vidéo, parce qu'en fait tu fais une énorme généralité, tu dis ouais la poutre c'est pas bien, faut arrêter de faire de la poutre, et en fait ça se trouve il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire ok je touche plus à la poutre, qui vont aller grimper 5 fois par semaine et qui vont se blesser, tu vois. Et ça je trouve c'est un peu terrible, et c'est pour ça que nous on essaye de faire des podcasts, de restructurer un peu tout ça, de vous donner les meilleurs conseils possibles, et comme tu l'as dit Mathias, vous pouvez nous retrouver du coup sur Instagram, de toute façon on met tous les liens en description, vous nous envoyez go si jamais vous voulez transformer votre grimpe, on s'occupe de tout, et je sais pas si tu voulais rajouter un truc Pierre, mais... non pas forcément, peut-être pour Yania, si tu nous écoutes et que tu souhaites avoir ta 3e médaille d'or au JO de Los Angeles, chez Ascension peut te réserver une place, même si c'est place limitée, il va falloir peut-être attendre 2-3 mois. Mais on peut peut-être faire un effort, ouais. Mais tu vois, moi je serais trop curieux, mais je pense qu'un jour c'est un truc, je vais le faire, une sorte d'appel à témoins, on va dire, de se mettre dans une ville ou peu importe, tu vois, de dire ok aujourd'hui on est à Climbing District Bastille ou peu importe, toute la journée c'est test physique gratos et on fait tracter tout le monde sur le Team Deck ou sur un test précis,
tu vois, pour montrer à quel point, ça tu serait vois, une dinguerie. entre, je sais pas, les grimpeurs de rouge, de noir, de violet, tu Ça vois, serait t'as très une bien. différence énorme. Et enfin, ça, ils l'ont Ça déjà sera fait dans très plein d'études, hein, mais intéressant, ouais. ce serait encore plus fun, tu vois, de faire une sorte de petit meeting comme ça en disant, ok, à telle date, on est dans telle salle ou dans telle ville ou peu importe, et on fait des tests physiques gratos, vous venez vous tirer comme un bœuf sur le team deck ou quoi, et on voit votre niveau de force. Objectif, le casser, quoi. Ouais, à voilà. la fin de la journée, il est fatigué. C'est ça, vraiment. T'as la limite, elle est à 200 kilos, je veux que la limite, elle explose, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aimerais trop le faire pour aussi, moi, tu vois, enfin, si j'avais continué dans autre chose que le coaching, je pense que j'aurais fait une thèse, tu vois, et faire une thèse justement sur tous ces facteurs physiques et à quel point c'est lié, tu vois, à la perf. De se dire, ok, la force d'OA, c'est 25% de la perf, parce que d'après les stats, nanani, nanana, et tu vois, de vraiment, enfin, je le fais un peu de manière personnelle avec les gens que je coach, tu vois. J'ai pas de tableau avec des vraies statistiques, mais je me dis, ok, en fait, tu vois la linéarité entre le grimpeur de 7A, de 7B, de 7C, de 8A, tu vois qu'ils ont tous plus de force, plus de ceci, plus de cela, et en fait, ça te conforte aussi dans l'idée que plus t'es fort, plus tu progresses et moins tu te blesses, parce que pareil, si tu analyses des taux de blessures, fais un petit sondage là, dans les salles d'escalade, tu demandes aux personnes est-ce que vous avez mal au doigt, est-ce que vous êtes blessé ou est-ce que ceci, cela, je suis sûr que tu as une corrélation directe entre le niveau de force et le potentiel de blessure, où en fait, si la personne elle est forte, elle a tendance à moins se blesser que si elle est faible, entre guillemets, et souvent c'est une histoire de, comme tu disais, si tu as un 1,2 de ratio, tu es censé grimper, j'en sais rien, 6B+, si tu vas commencer à toucher les blocs noirs de la salle, si on arrondit c'est du 7A, ça va mal se passer, tu vas avoir des petites douleurs ou ce genre de trucs, enfin, voilà, après ça c'était un peu le mot de la fin, on se perd un peu, mais... C'est comme ça que Léo clôture le podcast, quoi. Beaucoup d'infos. Ouais, mais enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont arriver aussi sur Ascension, donc restez au courant, abonnez-vous au compte Insta, à nos comptes Insta aussi perso, on va dire. Il y a tous les liens dans la description. C'est tout pour moi et je pense qu'on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. De Céus. Allez, salut.